Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Transmettre et Réussir. Je suis Louis Ménard, président du réseau Transmettre et Réussir et j'accompagne depuis de nombreuses années des dirigeants de PME et d'ETI dans leurs projets de transmission d'entreprise. Et moi, c'est Caroline, l'assistante de Louis et votre guide pour les questions que vous vous posez tous. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui revient tout le temps dans nos échanges avec les chefs d'entreprise. Comment est calculé le prix de vente d'une PME en France ? Louis, franchement, c'est une question à laquelle beaucoup de gens pensent avoir la réponse, mais en réalité... En réalité, la plupart des dirigeants se rendent compte, quand vient le moment de vendre, qu'ils n'avaient qu'une idée très approximative de la valeur de leur entreprise. Et ça peut coûter très cher, dans tous les sens du terme. Soit on vend trop bas, soit on affiche un prix déconnecté du marché, et on fait fuir les acquéreurs. Alors déjà, pour cadrer le sujet, une PME en France, c'est quoi exactement ? Parce que tout le monde utilise ce mot, mais il y a une définition précise, non ? Absolument. En France, on reprend la définition européenne. Une PME, c'est une entreprise de moins de 250 salariés, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d'euros, ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Et elle doit être indépendante, c'est-à-dire que moins de 25% de son capital est détenu par une grande entreprise. Ça représente 3,8 millions d'entreprises actives en France, soit plus de 99% du tissu productif. C'est énorme. Et donc, pour vendre une PME, il y a une formule officielle, un barème quelque part ? Non, et c'est là que beaucoup de gens sont surpris. Il n'existe aucune formule légale imposée. Contrairement à une grande entreprise cotée en bourse, dont la valeur s'affiche en temps réel sur les marchés, le prix d'une PME résulte d'un processus d'évaluation rigoureux, basé sur des pratiques professionnelles, des normes comptables et, in fine, la négociation entre le vendeur et l'acquéreur. D'accord. Donc c'est à la fois une science et un art, si je comprends bien ? Exactement. C'est pluridisciplinaire. On croise de la comptabilité, de la finance de marché, du droit des affaires, de la fiscalité et oui, un peu de psychologie de la négociation aussi. Alors, quand on valorise une PME, on s'appuie principalement sur 3 grandes approches. Allez, on les passe en revue. La première, c'est quoi ? La première, c'est l'approche patrimoniale. On appelle ça l'actif net réévalué, ou ANR. Le principe est simple, on prend la valeur de tous les actifs de l'entreprise, ses machines, ses immeubles, ses stocks, ses créances, et on soustrait toutes ses dettes. Mais on ne prend pas les valeurs comptables brutes, on les ajuste aux valeurs de marché actuelles. Donc si l'entreprise possède un entrepôt qui vaut aujourd'hui 2 millions d'euros, mais qui est inscrit à 800 000 euros dans la compta, on prend les 2 millions ? Exactement, c'est ça la réévaluation. Cette méthode est particulièrement adaptée aux entreprises à forte intensité capitalistique, des industries, des holdings, de l'immobilier d'entreprise. En revanche, elle a une limite importante. Elle ne tient pas compte de la capacité future de l'entreprise à générer du cash. Une société de services peut avoir peu d'actifs tangibles, mais être extrêmement profitable. Ah oui, bonne remarque. Alors comment on fait pour une entreprise de service, par exemple ? C'est là qu'intervient la deuxième approche, l'approche par les résultats. Et c'est de loin la plus utilisée dans les transactions de PME en France. Elle repose sur 2 techniques principales, les multiples et le DCF. Les multiples, j'en entends souvent parler. C'est quoi concrètement ? On prend un indicateur de performance de l'entreprise, le plus souvent l'EBITDA, qu'on appelle aussi l'excédent brut d'exploitation, ou EBE en français, et on le multiplie par un coefficient. Ce coefficient varie selon le secteur, la taille de l'entreprise, sa croissance. La formule, c'est simple. Valeur égale multiple multiplié par le résultat normalisé. Et ces multiples, ils sont de quel ordre en France ? Ça dépend vraiment du secteur. Pour l'industrie manufacturière, on est plutôt entre 4,5 et 7 fois le EBITDA. Pour les services B2B ou l'ingénierie, entre 5 et 8,5 fois. Le commerce de détail est moins bien valorisé, entre 3 et 5 fois. En revanche, les entreprises de santé ou d'éducation montent à 6 à 9 fois. Et les PME tech ou SaaS peuvent atteindre 7 à 12 fois, voire davantage. Donc, si je prends un exemple concret, imaginons une PME industrielle avec un EBITDA de 2 millions d'euros. Elle vaudrait entre 9 et 14 millions ? Grosso modo, oui. Mais attention, c'est l'EBITDA normalisé qu'on utilise, pas celui qui sort directement de la comptabilité. Le retraitement, c'est une étape cruciale qu'on ne doit surtout pas négliger. Justement, c'est quoi ce fameux retraitement ? Ça fait un peu peur comme mot. Pas de panique.
Le retraitement, c'est simplement le fait de corriger le résultat pour qu'il soit représentatif de l'activité récurrente. Concrètement, on va neutraliser les éléments exceptionnels. Une vente d'immeuble, un sinistre, une prime exceptionnelle. Et on va ajuster la rémunération du dirigeant au prix du marché. Si le patron se paie 150 000 € alors qu'un manager de remplacement coûterait 80 000, on retraite la différence. Ah, très intelligent. Et on le fait sur combien d'années? Généralement, on retient une moyenne sur 3 à 5 ans. Ça permet de lisser les années atypiques et d'avoir une vision stabilisée de la performance réelle. Et la deuxième technique dans l'approche par les résultats, c'est le DCF. Alors là, je dois avouer que ça me semble plus complexe. Le DCF, Discounted Cash Flows, ou flux de trésorerie actualisé, consiste à projeter les flux de cash que l'entreprise va générer sur les 5 à 10 prochaines années, à calculer une valeur terminale au-delà, et à actualiser l'ensemble avec un taux d'actualisation qu'on appelle le WACC. Le WACC, c'est le coût moyen pondéré du capital, si je me souviens bien de mes cours? Très bien. En France, ce taux se situe généralement entre 6 et 9% pour une PME en 2025-2026. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'une variation d'un seul point de pourcentage sur ce taux peut faire bouger la valorisation de 10 à 15%. C'est pour ça que le choix du WACC est très sensible et souvent discuté entre acheteurs et vendeurs. Donc le DCF, c'est plutôt pour des entreprises en croissance, avec des projets d'investissement? Exactement. C'est la méthode reine pour les entreprises en forte expansion, les projets d'infrastructure ou les sociétés à cycle long. Pour une PME classique et stable, les multiples sont souvent suffisants et plus lisibles pour toutes les parties. Et il y a une troisième approche? Tu as mentionné? Oui, l'approche de marché ou méthode des comparables. On cherche des transactions récentes de PME similaires, même secteur, même taille, même zone géographique, et on regarde à quels multiples elles ont été cédées. Les sources en France, c'est l'AFIC, les bases de données M&A comme Prekin ou Dealroom, ou encore les réseaux de transmission comme BP France. C'est utile comme repère, mais j'imagine que la transparence n'est pas toujours au rendez-vous pour les PME? Tu mets le doigt sur le principal problème. Les transactions de PME sont rarement rendues publiques en France. Donc les comparables servent surtout de plancher ou de plafond de négociation, rarement de référence absolue. C'est pour ça que dans la pratique, on croise toujours au moins 2 méthodes pour arriver à une fourchette de valorisation. Et une fois qu'on a ce chiffre de départ, il peut encore bouger selon d'autres critères? Énormément. La valorisation théorique n'est qu'un point de départ. Il y a toute une série de facteurs qualitatifs et quantitatifs qui vont ajuster le prix à la hausse ou à la baisse. Dis-moi en plus, qu'est-ce qui fait monter le prix? Ce qui valorise une PME, c'est la récurrence des revenus. Des abonnements, des contrats cadres pluriannuels, la propriété intellectuelle, les marques déposées, les certifications, la conformité ESG, qui ouvre les portes de certains financements, et de plus en plus, la qualité des données et la digitalisation des process. Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait baisser le prix? Plusieurs éléments. D'abord, la concentration client. Si un seul client représente plus de 30% du chiffre d'affaires, c'est un risque majeur pour l'acquéreur. Ensuite, la dépendance aux dirigeants, le fameux effet Keyman. Si toute l'entreprise repose sur le chef, qui part avec la vente, c'est un signal d'alarme. Et puis la dette nette, qui est directement déduite de la valeur d'entreprise. C'est logique. Et le besoin en fonds de roulement, le BFR, j'ai vu ça mentionné souvent. Oui, le BFR est un point souvent sous-estimé. Si l'entreprise a un BFR anormalement élevé, parce qu'elle accorde de longs délais de paiement à ses clients ou qu'elle stocke beaucoup, ça pèse sur la trésorerie de l'acquéreur dès le premier jour. Et ça se traduit généralement par un ajustement négatif du prix à la signature. On parle aussi parfois de prime de contrôle ou de décote de liquidité. C'est quoi? La prime de contrôle, c'est ce qu'un acquéreur accepte de payer en plus pour détenir 100% de l'entreprise, et donc avoir les pleins pouvoirs de décision. À l'inverse, si on ne cède qu'une minorité des parts, on applique souvent une décote de liquidité, parce que la revente ultérieure est plus difficile. Ces ajustements peuvent représenter 15 à 30% de variation sur la valeur. C'est énorme. Parlons maintenant du côté fiscal, parce que le vendeur ne va pas toucher 100% du prix de cession. C'est un point crucial, et souvent la mauvaise surprise. La plus-value réalisée à la cession est imposable. Le vendeur peut soit opter pour le prélèvement forfaitaire unique à 30%, soit être taxé au barème de l'impôt sur le revenu, avec des abattements selon la durée de détention. Et il y a des régimes avantageux pour atténuer cet impact fiscal? Oui, heureusement. Le pacte Dutreil permet une exonération partielle significative dans le cadre de transmission familiale.
Le report d'imposition, dit 150.0B ter, permet de différer la taxe en cas de réinvestissement dans une nouvelle société. Et une holding de reprise dans le cadre d'un LBO peut aussi optimiser la structure. Mais attention, la valorisation commerciale et la valorisation fiscale doivent rester cohérentes. Une sous-évaluation volontaire expose à un redressement de l'administration fiscale. C'est un beau risque à éviter. Dans l'acte de cession lui-même, est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers pour le prix ? Absolument. Le prix ferme, c'est-à-dire un montant fixé une bonne fois pour toutes, est assez rare en PME. On utilise beaucoup l'earn-out, c'est-à-dire un complément de prix conditionnel indexé sur les résultats post-cession sur 1 à 3 ans. Par exemple, le vendeur reçoit 4 millions au closing et jusqu'à 1 million supplémentaire si l'EBITDA dépasse un certain seuil dans les 2 ans qui suivent. C'est malin. Ça permet de combler les désaccords sur la valeur ? Exactement. C'est l'outil idéal pour réconcilier un vendeur optimiste et un acheteur prudent. Il y a aussi les clauses de révision de prix, ajustement sur le BFR ou la dette nette au moment du closing, et la garantie d'actifs et de passifs, la GAP, qui protège l'acquéreur contre d'éventuels passifs cachés découverts après la cession. Et la due diligence dans tout ça ? Elle est incontournable dans toute cession sérieuse. C'est l'audit approfondi que conduit l'acquéreur avant de finaliser l'offre. On vérifie les finances, la fiscalité, les contrats, les litiges potentiels, la conformité RGPD et même les aspects environnementaux, comme les installations classées. Les conclusions de la due diligence peuvent aboutir à une renégociation du prix, à la baisse, ou à une restructuration préalable de l'entreprise. Pour finir, Louis, quels sont selon toi les pièges les plus fréquents que tu vois sur le terrain ? Le premier piège, c'est de se fier à un seul multiple sectoriel sans normaliser les résultats. On arrive à une valorisation hors sol, déconnectée de la réalité de l'entreprise. Deuxième piège, ignorer le BFR réel, ce qui crée un décalage de trésorerie dès le lendemain de la cession. Troisième, survaloriser des incorporels non protégés. Un savoir-faire qui n'est pas contractualisé, ça ne vaut rien sur le papier. Et puis, oublier de simuler la fiscalité de la cession, ce qui mène à des déceptions au moment de toucher le prix net. Et pour éviter tout ça, on fait quoi ? On anticipe. Je le dis toujours, il faut préparer sa cession 24 à 36 mois à l'avance. On met de l'ordre dans la gouvernance, on fait auditer ses comptes, on réduit les dépendances aux dirigeants, aux clients clés. On fait appel à un évaluateur certifié, idéalement référencé par l'Institut français de l'évaluation, ou l'ECBA. Et on documente tout, car la traçabilité des hypothèses est essentielle en cas de contrôle fiscal ou de litige. En résumé, Louis, si tu devais donner un message clé à un dirigeant qui commence à penser à vendre son entreprise ? Je lui dirais qu'il n'existe pas de formule magique pour calculer le prix d'une PME. Ce qui compte fondamentalement, c'est la capacité de son entreprise à générer des flux de trésorerie futurs, de façon récurrente et indépendante du dirigeant. Plus cette capacité est robuste, transparente et documentée, plus la valorisation sera haute et la transaction fluide. La transmission réussie, c'est celle qu'on prépare, pas celle qu'on subit. Voilà un message parfait pour conclure cet épisode. Merci Louis pour ces explications claires et concrètes. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci à tous. Si vous souhaitez approfondir ces sujets ou être accompagné dans votre projet de transmission, n'hésitez pas à consulter notre site transmettre-et-réussir.fr. Nous mettons régulièrement en ligne des articles, des guides et des outils pratiques pour les dirigeants de PME. Et si cet épisode vous a été utile, partagez-le autour de vous. Un ami chef d'entreprise, un associé, un repreneur potentiel, ils vous remercieront. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous et de votre entreprise.